Bonjour, on va prendre un peu de hauteur aujourd'hui puisque mon invité est Patrick Branco-Rivaux qui est le directeur général de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Alors, première question Patrick, à qui appartient la Tour Eiffel? À tous les Français, mais plus précisément. Alors, elle appartient effectivement à tous les Français, j'irais même à l'ensemble des citoyens du monde, parce que cette tour Eiffel, elle est universelle. Elle appartient avant tout à la ville de Paris, qui en est propriétaire avec la métropole du Grand Paris. Alors, comment on devient directeur général de ce monument? Quel est ton parcours auparavant et comment tu arrives à cela? Alors pour cela, il faut aimer à la fois l'international et puis aimer Paris. Et donc moi j'ai eu une carrière, j'ai étudié les relations internationales, le droit international, et puis j'ai travaillé à la ville de Paris. J'étais un des cadres dirigeants de la ville de Paris après des études dans une école qui est connue, qui s'appelle l'ENA. Et puis voilà, et j'ai fait aussi beaucoup de gestion. J'ai à peu près abordé tous les sujets dans ma carrière jusqu'à présent, avant d'arriver à la Tour Eiffel, et ce qui fait que on est armé en fait pour arriver à la Tour. Est-ce que tu as l'impression, en dirigeant la Tour Eiffel, que bien sûr tu fais du tourisme, bien sûr, mais que tu fais aussi de la diplomatie? Alors la Tour Eiffel, c'est plus qu'un monument où on monte, on prend des photos et on descend. En fait, ça c'est l'image un peu courante de la Tour Eiffel. En réalité, la Tour Eiffel, c'est un instrument diplomatique très important pour la France. Moi, je reçois beaucoup de délégations étrangères. Je suis en contact avec beaucoup d'ambassades ici à Paris. Je suis en contact aussi avec le Quai d'Orsay, l'Élysée, donc, et bien évidemment la ville de Paris, la direction des affaires internationales, l'adjoint en relations internationales et la maire de Paris, parce que c'est vraiment un instrument diplomatique important. Alors, on se rappelle du dîner avec le président Trump et le président Macron, et donc très fréquemment, les ambassades disent on a un ministre qui passe, il aimerait bien visiter la Tour Eiffel, ou c'est aussi c'est des demandes récurrentes. Effectivement, moi j'ai été diplomate un peu dans une période de ma vie. J'étais numéro 2 à l'ambassade de France au Bangladesh. Et donc quand on reçoit des visiteurs du pays dans son pays d'affectation, eh bien il faut leur proposer un programme de travail et puis un programme de détente un petit peu. Et quand on vient à Paris, bien évidemment, la Tour Eiffel sort dans les lieux à visiter. Et donc effectivement, on peut avoir une ambassade qui va nous dire j'ai le président du Parlement qui est de passage à Paris, est-ce que vous pouvez l'accueillir? Ou bien un ministre d'un autre pays. Et donc, nous, on est bien évidemment au service et on ne fait pas payer ces visites-là parce que c'est des visites de représentation, c'est des visites qui contribuent à l'image de la France. Concrètement, il y a combien de personnes qui travaillent à la Tour Eiffel? Alors, à la Tour Eiffel, à la société d'exploitation de la Tour Eiffel, 400 personnes. Mais si on rajoute les 350 personnes des restaurants, les 50 personnes des boutiques, on atteint déjà 800. Et puis ensuite, il faut du nettoyage et de la sécurité. On rajoute encore 300 personnes. La Tour Eiffel, elle est ouverte de 9h30 à 23h45 tous les jours, excepté le 14 juillet. Et donc, il faut à peu près 1000 personnes pour faire vivre la Tour Eiffel. Et alors, par rapport aux demandes des ambassades, est-ce que tu fais tout toi-même ou tu as un conseiller diplomatique? Parce que les demandes doivent affluer entre des demandes parfois peut-être un peu fantaisistes qu'il faut savoir écarter et celles où il y a vraiment là un intérêt à rendre service à un pays. Comment gérer tout cela alors que les journées n'ont que 24 heures? Alors, il faut en fait faire confiance à ces équipes, hein, et puis aux équipes qui parlent des langues parfois rares pour accueillir certaines délégations. Mais parfois, il faut aussi savoir faire très attention aux sollicitations des ambassades. Parce que parfois, il peut y avoir une demande d'illumination, par exemple. Ça peut cacher derrière la volonté d'un président dans un pays d'utiliser cette illumination politiquement. Donc, il faut être très vigilant. Moi, mon rôle, c'est d'être vigilant à l'image de la Tour Eiffel et de bien utiliser, par exemple, les illuminations de la Tour Eiffel pour qu'on puisse vraiment bien, que le message soit bien clair et qu'il n'y ait pas de difficultés politiques derrière. Lorsque la Tour Eiffel est illuminée d'une façon ou d'une autre, c'est un message qui est envoyé au monde entier. Il y a des photos, des images qui circulent sur l'ensemble du globe. Alors, ça peut être en solidarité avec un pays qui a subi un attentat, ça peut être pour différents motifs. Exactement, en fait. Donc d'abord, c'est l'hôtel de ville, hein, le cabinet de la maire avec lequel je travaille étroitement, qui va être souvent à l'origine de la proposition. Par exemple, l'Ukraine
lorsqu'on a habillé la tour aux couleurs de l'Ukraine, c'est à la demande de la maire de Paris. Et puis parfois, on peut avoir des demandes communes entre l'État et la mairie de Paris. Par exemple, pour la présidence française de l'Union européenne, on a eu la tour Eiffel pendant un mois aux couleurs bleues. Et c'est un peu l'image qui est restée d'ailleurs de la présidence française de l'Union européenne, avec les autres monuments également éclairés en bleu. Donc on a effectivement des demandes qui sont gérées politiquement par l'hôtel de ville de Paris et puis parfois les ministères. On peut avoir aussi parfois des demandes d'avoir la tour Eiffel en vert, par exemple lorsqu'il y a des événements autour de l'environnement. Voilà, donc on peut avoir toute une série. Footballeur aussi au PSG. Il peut y avoir parfois des inscriptions sur la tour. Donc, mais il faut être très vigilant, effectivement, à la manière d'utiliser les illuminations. Et aujourd'hui, quand il y a des attentats, etc., on a plutôt tendance à éteindre plutôt la lumière. C'est plutôt que de mettre systématiquement la couleur des drapeaux, parce qu'il faut aussi préserver un peu la tour d'un excès d'illumination. Et donc, il faut essayer de réserver cela de manière assez parcimonieuse. Ça fait combien d'illuminations chaque année pour des thèmes spécifiques? On est autour à peu près d'une dizaine. D'accord. Donc c'est quand même plutôt l'exception. C'est plutôt l'exception, mais ça marque les esprits. C'est-à-dire que si on interroge, voilà, et si on interroge les personnes, eh bien, elles vont se souvenir. Si on en fait trop, eh bien, au bout d'un moment, et puis ça va affaiblir tous les messages qu'on veut porter. L'Union européenne, c'est un message fort. On est président de l'Union européenne à peu près tous les 15 ans. Donc c'est un moment très important qu'il fallait marquer. L'Ukraine, bien évidemment. Donc il faut être très vigilant sur ce point-là. Est-ce que l'on peut dire que la tour Eiffel est le monument le plus connu de Paris, le plus identifié en tous les cas par les non-parisiens? Je pense que même à travers le monde, moi quand j'étais diplomate au Bangladesh et que j'allais dans la campagne bangladaise où les enfants avaient vraiment peu de références sur ce qui était en dehors du Bangladesh, quand je disais France, ils disaient Zinedine Zidane et la tour Eiffel. Donc on voit qu'on a parfois des... Moi je dis souvent que je suis à la tête d'une petite société de 400 personnes, mais qui est bien plus connue que beaucoup d'entreprises du CAC 40, parce qu'elle a une telle force, c'est une telle icône de Paris, de la France et de l'élégance. Elle est d'une telle beauté que, alors bien évidemment je ne suis pas objectif en disant cela, mais qu'elle touche vraiment l'ensemble des habitants du monde entier. Comme tu le dis, c'est vrai que pour les Parisiens, le monument fétiche, c'est quand même la Tour Eiffel. Et pour les Français non parisiens, quand ils pensent à Paris, ils pensent Tour Eiffel. Et dans le monde entier, la référence, s'il y a un film qui vient être tourné à Paris, forcément, on verra la Tour Eiffel. Il faut toujours voir la Tour Eiffel s'il y a un film. Donc la Tour Eiffel, en fait, c'est un monument qu'on peut visiter. Voilà, c'est un monument, mais c'est au-delà de ça, c'est au-delà de la visite. C'est-à-dire, c'est une expérience. Vous pouvez aller dîner à la Tour Eiffel, vous pouvez déjeuner avec des points de vue absolument extraordinaires. Et puis, vous avez Paris. Donc, vous pouvez voir Paris, qui est une énorme maquette avec des différences architecturales d'un quartier à l'autre. Donc, on découvre d'une manière différente Paris. Les Parisiens viennent pas toujours à la Tour Eiffel. Ils pensent la connaître, ils adorent son sentiment. Et donc, il faut qu'ils viennent plus souvent à la Tour Eiffel, parce que c'est un endroit où on se régénère, c'est un endroit où on redécouvre la ville, où on prend de la hauteur, comme vous le disiez. Et donc, voilà, c'est un endroit vraiment très stimulant, y compris quand on prend de la hauteur, comme ça, et qu'on voit là, pour réfléchir, c'est un très bel endroit. Combien de visiteurs par an? Alors, 6 millions de visiteurs. On est revenu au niveau de 2019. Ça y est, le Covid est passé. Voilà, le Covid est passé, on est revenu à 2019. On avait peu de touristes chinois, russes, donc on est peu, par rapport à d'autres établissements, on est moins concernés. Et donc on a 55% d'Européens, 15% d'Américains, et puis ensuite on a des Brésiliens, des Indiens. Donc moi je suis allé récemment au Brésil. J'irai l'année prochaine en Inde, voilà, parce que ce sont des clientèles pour nous qui sont très importantes. Mais quand je me déplace comme ça à l'étranger, je rencontre la presse, parce que quand le directeur de la Tour Eiffel se déplace à l'étranger, c'est un événement.
Et donc, voilà, on joue un c'est rôle, un ambassadeur. on joue un rôle où on représente un peu quelque part, voilà, on représente la Tour Eiffel. Donc c'est, je ne sais pas si c'est ambassadeur, mais en tout cas, il y a on sent derrière qu'il y a des attentes, qu'on nous demande pourquoi on est là, etc. Et donc on vient aussi remercier les personnes qui viennent chez nous. En fait, quand un Brésilien vient à la Tour Eiffel, eh bien, il vient à la découverte de notre pays et puis de notre monument. Et nous, moi, quand j'y vais pour les remercier d'abord, et puis pour comprendre ce qu'ils attendent en venant à la Tour Eiffel. Et c'est toujours très intéressant de se déplacer dans le pays pour bien comprendre cela. 6 millions, c'est le pic. On peut faire plus On ou peut faire pas? plus, bien sûr. On peut. Là aujourd'hui, on a 3 ascenseurs. Le cœur du réacteur à la Tour Eiffel, ce sont nos ascenseurs. On a 2 ascenseurs hydrauliques qui sont absolument magnifiques, avec une machinerie qui date de l'époque de 1899. Puis on a un ascenseur électrique qu'on est en train de remplacer. On remplace nos ascenseurs tous les 60 ans. Et donc là, fin 2023, quand on va avoir notre ascenseur électrique, on va pouvoir augmenter à 6,5 millions, 6,8 millions. On peut difficilement aller au-delà par rapport au confort de nos visiteurs. Oui, parce que tu fais référence à quelque chose qu'on ignore souvent, c'est que en même temps, la Tour Eiffel, c'est aussi un bijou technologique d'innovation, notamment pour les ascenseurs. Exactement. La tour, elle a toujours été à la pointe de l'innovation grâce à Gustave Eiffel. Et donc, d'abord, c'est un défi au départ de créer de construire une tour de 300 mètres. Hein. C'est la première tour de 300 mètres en 26 mois. Donc, les pièces que vous voyez aujourd'hui quand vous voyez la Tour Eiffel, ce sont les pièces d'origine. Donc, et elles sont toujours conservées grâce à la peinture. On repeint la Tour Eiffel tous les 7 ans. Et donc, c'est grâce à cette peinture-là. Donc, c'est Gustave Eiffel qui a inventé tout ce système. Et il a aussi inventé l'idée que le vent puisse passer à travers la Tour Eiffel. C'est ce qui permet à la tour de rester parfaitement droite, puisqu'à l'époque, on n'avait pas spécialement bien maîtrisé les technologies sur le béton, etc. Et donc, les premières tours concurrentes à la Tour Eiffel, elles arrivent plutôt vers 1920 aux États-Unis. Mais donc, la tour, c'est vraiment une innovation technologique. Et puis ensuite, nous avons les ascenseurs, effectivement, puisque très rapidement, il a fallu faire monter nos visiteurs. Et donc, dès la première année, 2 millions de personnes sont montées en haut de la Tour Eiffel. Alors, est-ce que la Tour Eiffel, est-ce que l'on peut dire qu'elle participe à la fois au rayonnement et à l'attractivité de la France? D'ailleurs, il y a eu un projet de la détruire, un projet d'attentat pour toucher la France à son cœur. Ouais, la Tour Eiffel, elle est bien évidemment un point d'attention pour les visiteurs, pour les touristes. Et puis, elle peut avoir effectivement à l'étranger des personnes qui lui veulent moins de bien, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, elle contribue à l'attractivité économique. Toutes les grandes marques de luxe, par exemple, utilisent la Tour Eiffel. Elle inspire le rêve, elle inspire l'élégance. Nous travaillons aussi avec des marques qui représentent la France. Vous voyez, on représente la France. Et là, par exemple, la dernière publicité d'Air France, eh bien, elle est tournée à la Tour Eiffel autour de la notion d'élégance. On a des partenariats comme ça avec... on a rajouté, nous avons Frédéric Canton et Thierry Marx qui sont nos 2 chefs. Et on a rajouté le chef Pierre Hermé avec des macarons spécialement de la Tour Eiffel. Donc on essaie aussi, nous, de mettre en avant les savoir-faire français, le Made in France. Ça, c'est très important pour moi. Dans nos boutiques, de plus en plus, on a notre marque Tour Eiffel avec des produits Made in France. C'est pas toujours simple parce que parfois, il y a sur certains produits des productions qui sont plus difficiles, dans le textile, etc. Mais on s'accroche et on y arrive. Et puis, il y a un club qui a le logo de la Tour Eiffel sur son maillot. Exactement. Donc, effectivement, il y a des liens. Le Paris Saint-Germain a dû demander l'autorisation à la société d'exploitation pour le faire ou parce que Non, en fait, je pense que le logo est quand même pas libre de droit. non, le logo est libre de droit, en fait. Toutes les Tours Eiffel sont libres de droit. En Oui. revanche, quand c'est pas libre de droit, sinon, moi, la Tour Eiffel serait milliardaire. Mais en fait, c'est que lorsqu'on prend en photo la nuit la Tour Eiffel, ou lorsqu'on la prend en train de scintiller pour des raisons commerciales. Là, il faut nous demander l'autorisation et il faut payer un droit pour cela. Alors, après le choc du Covid-19, comment se reconstruire? Parce que pour ce symbole du tourisme et de l'accueil des étrangers ou des non-parisiens en France, ça a dû être terrible quand même ces années-là. C'est pas drôle du tout, je le confirme, parce que voir la Tour Eiffel sans visiteurs,
sans les salariés, sans cette énergie en fait qui fait vivre la vie de la tour, hein. Moi j'ai 32 nationalités dans mes salariés, et puis de voir le monde entier défiler tous les jours à la tour, parler toutes les langues, effectivement, bah, du jour au lendemain, en quelques heures, moi je suis arrivé le matin, je ne savais pas que j'allais fermer la tour à 21 h. Et donc il a fallu décider très vite de la fermer compte tenu de la situation sanitaire. Et puis reconstruire petit à petit les gestes barrières, etc., réfléchir, prendre des milliers de décisions. Voilà, et puis ça, c'est une gestion de crise. Et puis avec quelques collaborateurs au départ, et puis ensuite on a grandi petit à petit le cercle. Et donc on a réussi aujourd'hui à reprendre vraiment la situation de 2019 parce que on essaie de se réinventer aussi. Voilà, on développe la vente en ligne. Aujourd'hui, un billet sur deux est en vente en ligne. On a aussi, voilà, on essaie d'améliorer la satisfaction des clients. Bientôt, on va pouvoir les interroger sur le niveau de satisfaction après leur sortie de la tour. Là, on va lancer des offres offres tickets plus champagne. Voilà, pour les personnes qui souhaitent venir. On travaille aussi sur l'innovation. On parlait d'innovation tout à l'heure. Là, aujourd'hui, on travaille sur les NFT et le métavers. Même si le métavers est décrié, bah, nous, on pense que ça peut être des expériences immersives de la Tour Eiffel. Pour ceux, notamment, qui ne peuvent pas venir à la Tour Eiffel, ça peut être aussi intéressant. On a cet enjeu-là de comment intéresser des personnes à la Tour Eiffel sans qu'elles puissent venir, hein. On est 8 milliards sur Terre et tous les ans, j'en accueille 6 millions. Donc, comment je fais partager cela avec les visiteurs? Et c'est vrai que le digital nous permet de le faire, ça. Donc, et on est souvent un peu en pointe sur ces sujets-là. Et du coup, nos collègues des autres institutions, elles vont également nous suivre. Parce on a l'avantage d'être assez agile et d'être une petite structure. Alors, par rapport à la crise énergétique, par rapport aussi à la crise de l'environnement, le fait de dire il faut plus prendre l'avion, il y a des menaces à la fois économiques et de protection de l'environnement sur le tourisme. Est-ce que tu restes confiant sur le fait qu'on viendra toujours du monde entier voir la Tour Eiffel? C'est une vraie question aujourd'hui qui est posée, qui est posée à tous les décideurs. Donc d'abord, il y a une première réflexion à mener sur c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement au sein de l'entreprise pour diminuer notre empreinte carbone. Donc là, on est en train d'y travailler notamment au niveau de l'énergie, puisqu'on a vu que le prix de l'énergie pour nous avait été multiplié par 3. Donc, et puis, on est rattrapé par une vraie réalité. Donc là, on travaille pour comprendre d'où viennent les dépenses énergétiques, etc., et comment les réduire. Donc ça, c'est un premier cercle de réflexion. Et puis après, c'est sur les visiteurs qui viennent à la tour, comment on peut essayer de favoriser des visiteurs qui viennent plus avec en mode doux, c'est-à-dire plus en train, mais on aura quand même toujours des visiteurs qui viendront en avion. Et ils ne viendront pas qu'à la Tour Eiffel. Donc on va être aussi en difficulté pour décider de quel est l'impact qu'on va avoir, nous, par rapport à des visiteurs qui viennent des États-Unis, par exemple, qui vont aller au Louvre, au restaurant, sur la Côte d'Azur, etc. Donc comment calculer cela? Ça, c'est pas évident à faire. Alors la Tour Eiffel aura un rôle majeur pour les JO de 2024. Alors, nous serons au centre. Alors, on est vraiment très, très enthousiaste par le projet, bien évidemment, puisque on travaille déjà de manière assez étroite avec nos amis du COJO. La cérémonie d'ouverture sur la Seine se terminera au Trocadéro, donc avec la Tour Eiffel. Donc, bien évidemment, beaucoup d'épreuves se dérouleront près de la Tour Eiffel. Donc, on va avoir le beach volley sur la place Jacques Rueff, juste au milieu du Champ de Mars. Et puis, on va avoir également au Grand Palais éphémère la lutte et le judo. Donc, on va vraiment être dans un axe. Et puis, avec des épreuves sur la Seine également. Donc, on va être entouré d'épreuves. Donc, c'est pas simple parce qu'il va falloir quand même faire venir des visiteurs à la Tour Eiffel pendant cette période. On va garder la Tour Eiffel ouverte pour que tous les visiteurs du monde entier et les Français puissent continuer à venir à la Tour Eiffel. Mais c'est un beau défi. La Tour Eiffel restera ouverte pendant la durée des JO. La Tour Eiffel restera ouverte pendant la durée des JO. Y compris pendant la cérémonie d'ouverture ou... Non, pendant la cérémonie d'ouverture, là, il faudra bien évidemment que... Il y a des gens qui vont monter sur la tour pour voir la cérémonie d'ouverture de là-haut, c'est ça?
Non, là, pendant la cérémonie d'ouverture, ce ne sera pas possible. Ça sera un peu comme pour le 14 juillet. Le 14 juillet, on met des artifices sur la tour. Là, aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'on fera, mais on peut supposer que le jour de la cérémonie d'ouverture, y compris pour des raisons de sécurité, parce qu'en face, on aura tous les chefs d'État, Oui. beaucoup en tout cas, qui seront là. Donc la tour, elle sera fermée au moment de la cérémonie. La sécurité, c'est un budget de plus en plus important pour la Tour Eiffel, comme pour d'autres. La visibilité est en même temps représente. Exactement, la sécurité, c'est un sujet de nos sociétés, hein. Donc effectivement, c'est un sujet de plus en plus important qu'il faut traiter. Donc, mais nous, on a la chance d'avoir une entreprise qui travaille avec nous, avec laquelle on travaille dans de bonnes conditions. On travaille beaucoup avec la préfecture de police. Donc c'est important aussi d'avoir des contacts très étroits avec nos amis de la préfecture de police, avec lesquels on travaille très bien. Donc on travaille un peu en réseau avec le commissariat, avec les pompiers, avec l'ensemble des acteurs. Et on a toujours plaisir à travailler avec eux. On va faire un exercice d'évacuation massive. On en avait fait un en 2018 et on va en faire un autre là pour préparer les équipes au pire. Est-ce que tous les responsables, il y a la région, il y a la ville, il y a le gouvernement, est-ce qu'il y a quand même un consensus pour dire que la Tour Eiffel, c'est trop important pour la France et que ça mérite quand même de ne pas se disputer quand il s'agit de décider d'une illumination? Est-ce que les responsables politiques français te paraissent conscients de l'atout que représente la Tour Eiffel pour notre pays? Oui, j'en suis persuadé. Tout le monde, pour le coup, moi j'ai un conseil d'administration de tout bord et à chaque fois on prend toutes les décisions sont prises en consensus. Donc il y a vraiment voilà, la Tour Eiffel, elle dépasse tout en fait. Et donc elle dépasse les clivages. Et donc ça c'est vraiment important. Et y compris entre l'État, les autorités municipales, elle dépasse Est-ce que tu vois une différence selon les perceptions? Est-ce que l'on voit différemment la Tour Eiffel si on est en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique? Est-ce qu'il y a des différences de perception ou il y a quand même une sorte de communalité des réactions face à la Tour Eiffel quand on est à l'étranger? Je pense qu'il y a une forme d'admiration en fait. Il y a un effet waouh de la Tour Eiffel et une part de rêve en fait. Et ce rêve-là, on le retrouve au Bangladesh, au Brésil, en Chine, quand j'y suis allé en 2020. Et il y a une vraie, voilà, il y a un vrai rêve, il y a une vraie émotion. Et les gens, quand ils vous en parlent même avec émotion alors qu'ils n'y sont jamais allés. Donc ça, c'est toujours très fort comme témoignage. Et donc, ce qui prouve qu'il faut aussi aller vers les pays et pas uniquement attendre qu'ils viennent vers nous. Ça, c'est vraiment important. Merci Patrick pour cette présentation et on connaîtra un peu mieux. Je crois qu'il est utile de réfléchir effectivement. On connaît l'attractivité touristique, mais de voir le rôle diplomatique que la Tour Eiffel peut également jouer. Merci Pascal Boniface.